Chers amis, bonsoir, vous êtes sur Paix et Guerre pour une 45e mondoscopie. Je suis très heureuse de vous retrouver, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker en appuyant sur le pouce, de partager cette vidéo, de nous soutenir si vous le pouvez, soit via Tipeee, soit en vous inscrivant au cercle Paix et Guerre, ce qui vous donnera aussi un certain nombre d'autres contenus privilégiés. Voilà ce que je peux dire. Et évidemment, pour ceux qui ne le savent pas encore et qui ne sont pas membres de la chaîne, il vous suffit d'appuyer sur la fameuse cloche. Voilà, ça c'est simple, c'est gratuit, c'est tout bête. Bon, donc 45e mondoscopie, je l'ai intitulée « Trump saura-t-il faire la paix en Ukraine ?» Parce qu'en fait, je vais consacrer cette mondoscopie à cette question-là. La grande question, c'est qu'on est entré maintenant, après l'euphorie de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, dans une course contre la montre, à la fois de la Russie, je vais vous expliquer pourquoi, mais aussi des États-Unis pour d'autres raisons. Donc là, on entre en fait dans une période de tous les dangers. Le président est president-elect, ok, mais il ne va entrer véritablement en fonction que le 20 janvier prochain, ce qui laisse quand même quelques semaines de danger, à vrai dire, d'inquiétude, à la fois pour sa vie, en ce qui me concerne, parce qu'il a quand même été victime de 3 tentatives d'assassinat, ce n'est pas rien. Et évidemment, les premières décisions qu'il a prises et qu'il a annoncées très publiquement et qui vont dans le sens donc de ce nettoyage des circuits de l'État profond américain, eh bien, déclenchent beaucoup d'inquiétude, de panique et d'angoisse chez beaucoup de gens. Et donc voilà, il faut souhaiter qu'il puisse arriver au 20 janvier sans encombre. Mais en tout cas, il a dit une chose pendant la campagne à plusieurs reprises, il a dit qu'il allait faire la paix en Ukraine en moins de 24 heures. Bon, évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une clause de style, si j'ose dire, ça va prendre un peu plus de temps que cela. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, tout le monde n'est pas d'accord avec cette perspective, puisque évidemment, ça va à rebours de tout ce qui est fait et tenté, de toute la rhétorique et la dynamique de guerre et d'escalade qui a été celle de la précédente administration et des Européens dans son sillage. Et donc, il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas envie que ça se produise, n'est-ce pas? Parce qu'on espère toujours que l'Ukraine gagne, enfin bon, il y a tout un tas d'utopies qui sont toujours très très actives chez beaucoup de dirigeants, notamment européens, et notamment eh bien, chez nous, en France, mais aussi en Grande-Bretagne, naturellement. Et on voit bien, là, il y a eu une réunion entre le Premier ministre britannique et le président français. On voit bien que la Grande-Bretagne et la France feraient volontiers dérailler le changement de pied américain qui, selon eux, les menace, alors qu'ils devraient en saisir peut-être toute l'opportunité, mais enfin. Et voilà, ce changement de pied, avant qu'il ne se mette en place, avec l'investiture véritable, eh bien, il s'agit effectivement de faire dérailler ce train-là et, en l'espèce, de persuader Joe Biden, enfin l'administration sortante, d'autoriser notamment les fameux missiles de longue portée, les Storm Shadow, à frapper dans la profondeur russe, pour enrayer eh bien, la baisse annoncée, en fait, voire l'arrêt du soutien militaire américain et financier américain à Kiev. Donc, ils viennent d'en discuter à Paris. Ils sont évidemment dans le viseur de la nouvelle administration. Ça ne me semble pas très, très malin ce qui est fait, mais bon. Et notamment la Grande-Bretagne devrait faire attention aux bases de ces relations, des relations entre Londres et la nouvelle administration. Mais enfin, voilà, la stratégie européenne est en plein échec, c'est clair, et elle ne devrait évidemment pas être poursuivie. D'ailleurs, le Premier ministre hongrois, évidemment, la Hongrie maintenant, depuis que Trump est élu,
a le vent en poupe entre guillemets et voit un certain nombre d'orientations qu'elle avait appelées de ses vœux peut-être pouvoir se mettre en place, et notamment le ministre des Affaires étrangères hongrois, qui est un homme plein de détermination et de courage, Szijjártó, a dit qu'il fallait changer de stratégie européenne. En fait, l'Europe devait urgemment changer de stratégie européenne, mais encore une fois, ça semble pas aller aussi vite que ce qui s'est passé à Washington. Bref, pendant ce temps, Kiev multiplie les tentatives d'incursion dans d'autres régions de Russie, continue à Koursk, alors qu'ils en sont quand même déjà presque à 32 000 morts hein, depuis l'incursion du mois d'août. Il y a des drones, il y a encore une trentaine, un peu plus d'une trentaine de drones qui ont été lancés vers Moscou et qui ont été abattus par les forces russes, mais enfin, on voit qu'il y a une sorte de course là pour essayer en fait d'envenimer la situation et à vrai dire de pousser les États-Unis et d'entraîner le président Trump dans la nécessité d'agir et d'aller plus loin dans l'offensive face à Moscou, alors qu'il souhaite manifestement trouver un moyen d'installer un nouvel équilibre, plus favorable en tout cas aux intérêts américains. Bref, voilà, on parle aussi du fait qu'à Kiev, on est en train, dans les bureaux, les cabinets, de détruire un certain nombre de documents sur tout ce qui concerne les fournitures d'armement, tous les contrats passés, l'argent, enfin bref, pour éviter qu'on ne voit l'ampleur de la corruption, à vrai dire, de cette administration, de ce régime de Kiev, et tout ce qui a pu être volé, détourné, vendu, revendu, expédié ailleurs. Bref, voilà où on en est à Kiev. Il y a quand même un petit vent de panique, et notamment autour et chez le président Zelensky. Alors, qu'en est-il de la Russie face à tout ça? Bon, moi, ce qui me semble, c'est que l'ours russe ne me paraît pas véritablement décidé à danser au son de la musique américaine et ne va pas acheter les propositions américaines que je vais vous détailler en l'état. Donc, le fameux art du deal, n'est-ce pas, de Donald Trump va devoir s'exercer, mais les Russes aussi, ils ont un art du deal bien à eux. Ce qui est clair, c'est que l'ordre unipolaire est mort, que les sanctions sont un échec, que l'économie russe elle est plutôt en bonne forme, que la défaite au plan militaire est quand même assez assurée, y compris celle de l'OTAN, pas seulement celle de l'Ukraine, et que donc il paraît peu probable que les États-Unis parviennent à imposer, à dicter les termes d'un accord. Bon. Ça, voilà, ça c'est l'évaluation qu'on peut faire très simplement. Du côté russe, bon, on connaît les exigences qui ont déjà été décrites, dites, redites par un certain nombre de responsables russes, y compris bien sûr le président Poutine. Arrêt immédiat des combats, retrait des armements ukrainiens, fin des livraisons d'armements occidentaux, neutralisation stratégique définitive, tout est dans l'objectif, vous allez le voir, de l'Ukraine. Bien sûr, les territoires pris jusqu'à présent par la Russie conservés, et un lift des sanctions. Bon, ça, en gros, c'est quand même les termes d'une capitulation en fait de l'Ukraine et derrière elle de l'OTAN, donc d'une reconnaissance de l'échec de l'entreprise otanienne via l'Ukraine. Évidemment, il va falloir trouver les termes d'une négociation, parce que ça n'est pas non plus acceptable en l'état, même si c'est ce qu'ont les Russes en tête. Le problème, c'est évidemment le niveau de défiance des responsables russes, après tout ce qui s'est passé, après tout ce qui a d'ailleurs été avoué candidement par certains responsables européens, je pense à Angela Merkel et à François Hollande. Évidemment, il y a un niveau de défiance très très fort, très très élevé, et la Russie n'a pas l'intention de se laisser avoir une nouvelle fois, si vous voulez. Alors, ça, c'est ce que disent vouloir les Russes à ce stade.
Du côté américain, donc les premières décisions de Trump, enfin c'est en cours, hein, au moment où je vous parle, il y en a d'autres qui sont dans les cartons et qui sont en train d'en sortir. Mais ce que Trump a déjà dit, c'est qu'il n'aurait pas besoin de faire appel au service, il l'a dit très diplomatiquement, mais très clairement, de Nikki Haley et ni bien sûr de Mike Pompeo, qui sont hors jeu. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'était vraiment des néocons fous furieux et anti-russes primitifs. Après, il y a d'autres nominations qui sont plus inquiétantes, notamment celle, mais c'est une nomination intérimaire comme chef intérimaire de l'équipe intérimaire du département d'État américain de Brian Hook, qui est quand même connu pour des positions assez, assez primitives aussi vis-à-vis de l'Iran, il faut bien le dire. Et puis, à la direction du renseignement national, il y a a priori un faucon anti-chinois qui vient d'être nommé, David Grenell. Bon, donc il y a, voilà, les nominations, ça va être un très très grand sujet pour savoir ce que va pouvoir faire Donald Trump, ce qu'il va oser faire et ce qu'il aura les moyens de faire. Parce qu'évidemment, tout est fait pour de nouveau essayer de l'environner. Je ne pense pas qu'il tombera dans les mêmes errances que celles de son premier mandat, qui était due à beaucoup d'improvisation et de, voilà, oui, de non-préparation en fait, et puis aussi de méconnaissance probablement sur un certain nombre de gens. Mais ça ne veut pas dire qu'il va arriver à avoir une administration véritablement à sa main, donc tout est encore en suspens. Bon, en ce qui me concerne, si c'était un grand stratège, Donald Trump essaierait d'être l'homme qui met fin au désastre de Gaza et de ce qui se passe au Liban en ce moment, où les frappes redoublent, hein, les frappes israéliennes redoublent. Mais bon, on ne va pas parler du Moyen-Orient cette fois-ci, on en parlera probablement la semaine prochaine. Ce qui est certain, ce qu'on peut dire malgré tout, c'est que D.J. Vance, donc le prochain vice-président, celui du ticket de Trump, a récemment déclaré qu'il n'était pas de l'intérêt des États-Unis d'entrer en guerre contre l'Iran, ce qui est une évidence, mais évidemment qui n'est pas forcément perçu comme tel à Tel Aviv, et en tout cas par le cabinet actuel israélien. Donc voilà, on est vraiment dans une période de tous les dangers. Mais voilà, je veux revenir à l'Ukraine. S'agissant de l'Ukraine, du côté américain, il y a eu donc le fameux plan Pompeo, qui a été véhiculé par Mike Pompeo à l'été. Hein. En gros, l'idée, c'était bourrer l'Ukraine d'armes, hein, continuer, redoubler même le rythme des livraisons, la faire entrer dans l'OTAN pour soi-disant la protéger, et espérer que les Russes trouveraient ça finalement normal, et qu'on pourrait éventuellement revenir sur certaines, enfin accepter certaines conquêtes russes territoriales en Ukraine, mais contre une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et contre un soutien militaire redoublé. Bon, évidemment, ça n'a strictement aucune chance d'advenir, ça, ce scénario lourd, si vous voulez, parce que bah, c'est la recette pour relancer la guerre, en fait. C'est tout simple. Bon, avec tous les risques que cela comporte. Et puis, il y a la version light de ce plan, qui est celle qui, pour l'instant, est reprise par un certain nombre de journaux, de gens, etc., notamment dans le New York Times, je crois. Et donc, c'est l'idée que l'Ukraine, enfin qu'il pourrait y avoir un moratoire de 20 ans pour l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, bon, et qu'il devrait y avoir donc un gel des positions militaires actuelles, un gel de la ligne de front, si vous voulez, et une zone démilitarisée dont la surveillance serait confiée à des forces non officiellement de l'OTAN, mais des forces européennes, et c'est là que le piège se referme sur nous, et aussi naturellement britanniques, puisque voilà, et tout ça sur les 1300 kilomètres de la ligne de front. Bon. Évidemment, il est assez improbable de voir Moscou accepter, car l'idée que ce ne soit qu'un moratoire sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est évidemment inacceptable, et l'idée d'avoir des troupes
européennes, et britanniques, ou même s'il n'y avait pas de Britanniques, en mission de maintien de la paix, si vous voulez, ça revient en fait à accepter les troupes de l'OTAN, puisque les pays européens sont, pour une très large part, tous membres de l'OTAN. Donc en fait, c'est purement cosmétique et ça ne trompe personne. Bon. Donc c'est à peine déguisé. Donc dans les 2 cas, en tout cas, la volonté américaine, évidemment, c'est de voir un gel des positions militaires actuelles. C'est tout à fait compréhensible, puisque l'Ukraine perd au plan militaire, puisque l'Amérique ne veut pas s'engager, mais recalibrer toutes ses forces, et d'ailleurs remettre son armée en état de pouvoir prétendre en tout cas à une posture dissuasive hyper puissante vis-à-vis de la Chine, et puis aussi parce que la Russie continue d'avancer lentement mais sûrement, et menace désormais même Odessa, même le sud, si vous voulez. Donc, alors elle fait cela, on sait pourquoi, parce que depuis Odessa, évidemment, il y a une menace sur la Crimée, d'ailleurs elle s'est vérifiée plusieurs fois. Bon, donc du point de vue américain, il s'agit en fait d'arrêter les frais, de transférer la charge du soutien financier, voire militaire, à l'Europe, de geler les positions et de faire en sorte que la Russie se satisfasse de cela. Je fais une petite incise dans mon raisonnement pour vous parler 2 minutes de la Turquie. Je pense que la Turquie est en train de jouer un jeu assez dangereux. Bon, on sait que le président Erdogan joue sur tous les tableaux et depuis des années, et jusqu'à présent ça lui a plutôt réussi. Mais là, il a envoyé des troupes turques aux côtés de Kiev, et ça, aux yeux de Moscou, je pense que ça ne peut pas être considéré même comme voilà, quelque chose de supportable ou d'acceptable très longtemps. Alors tout ça, c'est en vertu d'un très vieil accord que je crois avoir déjà mentionné au début du XXe siècle, qui disait que finalement la Crimée pouvait aussi être revendiquée par la Turquie, et que donc, voilà, du point de vue d'Erdogan, essayer de jouer. On sait que la Turquie est là, bien sûr, pour les détroits, mais est aussi à sa flotte en sortie de mer Noire. Donc, c'est une position très convoitée et en même temps très vulnérable, puisque à la fois vis-à-vis des Américains et vis-à-vis des Russes, vis-à-vis des Américains pour le transport du blé des territoires qu'ils ont déjà achetés à l'Ukraine, et pour les Russes en position pour des questions militaires, de position de leur flotte. Donc elle essaie de jouer encore une fois sur les 2 tableaux, mais je pense que là, c'est pas forcément un atout vis-à-vis de Moscou. Je pense qu'il se trompe. Il devrait ne pas oublier qu'il y a déjà eu 2 tentatives de coup d'État contre lui, et peut-être même une 3e assez récemment, que par 2 fois, c'est la Russie qui lui a sauvé la mise en le prévenant. Et voilà, que bon, enfin, voilà, je ne suis pas dans les dans les petits papiers du gouvernement Erdogan, mais l'histoire a de la mémoire malgré tout, et surtout depuis la victoire de Trump, le jeu a changé de dimension. Donc bien sûr, la position des puissances régionales comme la Turquie, comme l'Iran, comme voilà, comme d'autres, comme l'Égypte, comme l'Algérie, comme l'Inde, bon, même des très grandes puissances. L'Inde, évidemment, c'est autre chose encore. Mais ces puissances-là ont un rôle très important, mais relativement moins important au moment où un grand rééquilibrage stratégique peut se faire éventuellement, j'allais dire au bénéfice de tous, si tous sont intelligents, mais en tout cas, doit se faire essentiellement entre la Chine, les États-Unis et la Russie. Voilà. Les autres seront, comment dirais-je, actionnés par un de ces 3 acteurs, selon les sujets, mais ils n'auront pas forcément leur mot à dire dans les mêmes proportions. Donc, voilà, je pense que la Turquie joue un jeu dangereux là, en soutenant Kiev sur la Crimée.
je reviens au plan de Trump. Donc, le Wall Street Journal a dit, oui, c'est pas le New York Times, c'est le Wall Street Journal qui a donc parlé de ce déploiement de casques bleus, hein, de l'Ouest et de l'OTAN, pas seulement de l'ONU, mais de l'OTAN en Ukraine. Bon, c'est une tâche énorme à accomplir, vous imaginez, 1300 ou 1200 kilomètres de ligne de front. On peut se dire qu'à moins d'une implication directe des États-Unis dans cette affaire, ce que les États-Unis ne veulent absolument pas, ça va être quand même très très compliqué d'exécuter ce plan. Il y a de nombreux obstacles à un tel déploiement. Ça pourrait retarder ce scénario d'un déploiement suffisamment longtemps pour que la Russie mette fin au conflit, ou du moins fasse la démonstration qu'il y a une fin militaire évidente à ses propres conditions. Voilà. Et ça, voilà, là aussi, on est dans un équilibre compliqué qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que une partie comme l'autre doit tenir compte de son vis-à-vis et ne pas surestimer ses propres forces. Bon, d'abord, alors pourquoi ce plan américain, dans sa version light même, va être difficile à mettre en œuvre? D'abord parce que les Européens, qu'on met un peu là, en avant maintenant, en leur disant: «Bah, écoutez, c'est à vous, hein, de fournir le gros de cette troupe, de ces forces, d'interposition», bah, ils ont peur quand même de l'escalade malgré tout. C'est-à-dire ils jouent les gros bras dans les paroles, dans les discussions, bon, voilà. Dans les démonstrations, n'est-ce pas, de volonté, de détermination à soutenir Kiev. Enfin, concrètement, la peur de l'escalade conventionnelle d'une guerre avec la Russie est quand même toujours là, malgré tout. Il y a une crainte, il y a une crainte très nette des Européens vis-à-vis d'une escalade directe avec la Russie. La Pologne elle-même devient beaucoup plus prudente dans ses récentes déclarations. Ça va être, voilà, on en parle toujours, mais ça va être quand même compliqué à faire. Donc Trump doit d'abord maîtriser sa relation avec, j'allais dire, les vassaux européens des États-Unis et les contraindre à mettre finalement leur sécurité en jeu, hein, en mettant en application son plan, hein, son plan. Donc risque d'escalade. Bon, en même temps, les Européens sont furieux de la victoire de Trump parce que c'est les courants mondialistes, globalistes qui veulent, enfin qui trouvent que, enfin qui sont furieux que Trump ait réussi, et parce que d'abord Trump menace soi-disant de lâcher les Européens. Non, il veut juste les mettre face à leurs responsabilités pour obtenir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'il continue à acheter, et beaucoup plus encore, des armes américaines, et qu'il se retrouve effectivement de manière plus directe face à la Russie, ce qui permet à l'Amérique de se concentrer sur autre chose. Bon, donc, est-ce que l'intérêt des Européens est de se mettre en avant sur le terrain ukrainien pour justifier déjà, pour ne pas perdre la face, pour justifier leur hostilité depuis des années vis-à-vis de la Russie, et donc voilà, de demeurer les plus belliqueux? Ça n'est pas impossible, hein, quand on voit une grande partie des dirigeants européens, on est quand même, c'est assez fascinant de voir l'incapacité, en fait, par idéologie, de se dire: «On a une occasion là, avec ce qui vient de se passer aux États-Unis, au contraire, de revenir un peu en arrière, de reprendre des positions raisonnables et intelligentes, de cesser cette espèce de course à l'escalade verbale et même militaire». Bon, donc je ne sais pas, ça va beaucoup dépendre de la manière dont Trump va tordre le bras aux Européens dans le sens qui lui convient ou pas. Ou bien est-ce qu'on va juste être voilà, le bon élève, comme d'habitude, l'Union européenne, la bonne élève qui fait plus que ce qu'on lui demande et qui fait même contre ce que fait Washington pour montrer qu'elle n'abandonne pas l'Ukraine. Bon,
ça continuera à nous coûter une fortune pour rien, en matière énergétique, en matière économique et géopolitiquement, à nous couper plus durablement encore de la Russie et de l'Eurasie. Mais enfin, manifestement, ça n'a pas l'air de monter au cerveau de beaucoup de dirigeants européens, ces évidences-là dont je parle. Mais enfin bon, c'est comme ça, qu'y faire? Ensuite, il est vrai que la Pologne prend quand même du poids en Europe et que l'opinion publique polonaise est opposée à un tel déploiement. Il y a eu un sondage cet été qui a dit que 69% des Polonais étaient opposés à l'envoi de troupes dans ce pays voisin, en Ukraine, à quelque titre que ce soit. Parce que les Polonais, bon, ils ont de grandes ambitions en matière de défense, et à vrai dire, pourquoi pas l'ambition de devenir le premier pays le plus puissant en matière de défense à échelle européenne. Mais enfin, ils en ont un peu assez d'être exploités, un par les Ukrainiens, deux par l'Occident, sans obtenir vraiment ce qu'ils souhaitent en retour. Donc il y a une montée d'ailleurs depuis plusieurs mois de la méfiance mutuelle polono-ukrainienne. Ça s'aggrave. Le ministre des Affaires étrangères, Sikorski, récemment a dit que la Pologne pouvait commander des équipements militaires, l'Ukraine pouvait commander des équipements militaires à la Pologne, mais que ce serait un crédit. Que ce serait un crédit même qui pourrait être remboursé sur le long terme, une fois que le conflit serait terminé, mais en tout cas que ce ne serait pas un don, et que ce ne serait pas non plus quelque chose comme ça, où on verrait plus tard. Voilà, parce que Zelensky, évidemment, continuait à se plaindre en expliquant que la Pologne retardait la livraison de certains, notamment des avions de chasse, des MiG-29, etc., etc. Bon, là, il lui a été répondu que oui, peut-être, mais sur d'autres bases, en tout cas. Les Polonais rappellent maintenant clairement aux Ukrainiens qu'ils ont fait à peu près plus que n'importe quel autre pays en Europe pour l'Ukraine, qu'ils ont donné, je crois, à peu près 3%, un peu plus de 3,3%, je crois que c'est le président Duda, polonais, qui a dit ça récemment, que la Pologne avait donné plus de 3,3% de son PIB à la cause ukrainienne. C'est quand même beaucoup. La Pologne est quand même un pays du front, hein, c'est un pays directement frontalier de la Russie, et que donc il a aussi quand même un certain nombre d'intérêts de défense nationale propres, qu'il ne peut pas donner tout ce qu'il a, notamment d'ailleurs ce qu'il a même de la part de la Corée du Sud récemment. Et parce qu'il doit se préparer à toutes les éventualités, et voilà, et déjà être en capacité de se défendre lui-même. Surtout que maintenant, bon, c'est clair, c'est dit partout, les militaires, les agences de renseignement américaines, tout le monde dit que le pire est à craindre en fait. Voilà, donc on ne peut pas à la fois raconter n'importe quoi sur le thème la Russie va envahir la Pologne, n'est-ce pas? Et puis demander à la Pologne de se désarmer complètement au profit de l'Ukraine. Il y a un petit... Voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc la Pologne redevient clairement prudente. Et puis ensuite, bon, il y a tout un tas de problèmes avec les Polonais, notamment, la Pologne est furieuse que l'Ukraine refuse d'exhumer les restes des victimes de ce qu'ils appellent le génocide de Volhynie. Bon, ça date de la Deuxième Guerre mondiale, mais là, il y a un vrai sujet aussi. Bon, ça n'empêche pas, bien sûr, Sikorski, ministre des Affaires étrangères, de dire que la Pologne était prête à intercepter les missiles russes au-dessus de l'Ukraine. Voilà, si en fait les États-Unis leur permettaient de le faire, parce qu'ils ne vont pas le faire tout seuls. La grande question derrière, c'est est-ce que les États-Unis vont s'engager à défendre leurs alliés européens si jamais ça tournait mal, tout ça? Parce que le bluff de Poutine, ça commence à... on commence à se dire que peut-être c'est aussi une manière un peu commode et facile de présenter les choses, mais c'est pas sûr du tout hein, que ce soit du bluff. Donc pour l'instant, en tout cas, on voit bien que les États-Unis ne sont pas prêts
a approuvé une intervention de l'OTAN directe dans ce conflit, et qu'à moins que, hem, il y ait encore des faucons de l'administration, Biden qui, arrivent à convaincre ou à entraîner d'une manière ou d'une autre la nouvelle administration à, comme ils disent, escalate to desescalate, mais ça c'est encore, bon, c'est-à-dire, finalement lancer une offensive ou continuer à fournir, se remettre à fournir énormément d'armement à l'Ukraine, soi-disant pour pousser la Russie à être dans de bonnes dispositions pour une négociation, ce qui est une, à mon avis, une vue de l'esprit, une erreur, stratégique majeure, mais enfin, il y a des gens qui pensent ça. Il faut escalate to desescalate, voilà, et ils pensent ça d'ailleurs pas seulement, vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie, ils pensent ça aussi au Moyen-Orient, bon, voilà, mais ça c'est les faucons. C'est ceux dont il faut espérer que, Donald Trump, va savoir s'écarter, hein, s'écarter et ne pas leur permettre de saborder sa présidence et les espoirs de paix qu'elle peut soulever. Donc, voilà, enfin, il faut se souvenir aussi que les Polonais, bon, bah, l'année prochaine, il y a une élection présidentielle, que, le premier ministre Tusk veut se débarrasser de l'actuel président, Duda, qui n'est pas un globaliste, ni vraiment un libéral, c'est plutôt un nationaliste conservateur, qu'il voudrait bien mettre, pourquoi pas, Sikorski à sa place, et que donc, voilà, il y a tout un jeu, j'allais dire, politicien interne à la Pologne, qui fait que, les Polonais, sont un peu jouent sur des œufs pour l'instant, jouent sur des œufs en ce moment. Bon. Ensuite, il y a un autre problème pour ce déploiement de troupes, bon, bah, c'est toute la question de l'article 5. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Trump avait même dit, je crois que c'était en février dernier, que les États-Unis ne protégeraient pas les membres de l'OTAN, qui n'ont pas dépensé moins de 2 de leur PIB, alors c'est le cas quand même pour beaucoup, pour la défense, et il avait même, plus ou moins laissé entendre que, si c'était le cas, il encouragerait la Russie à faire tout ce qu'elle veut. Bon, là, je pense que voilà, c'était vraiment de la rhétorique, je pense pas du tout que ce soit son intention. En revanche, la question de l'article 5, c'est-à-dire la question, en fait, de la garantie de sécurité et en dernière ligne finalement, de la protection américaine, de l'engagement possible des États-Unis, de l'armée américaine, aux côtés d'alliés européens qui seraient mis en danger par leur propre escalade, par exemple, vis-à-vis de l'Ukraine. Cette question, elle est toujours dans l'air, et surtout maintenant que Trump est revenu, heu, au pouvoir, donc c'est pas très clair. Que ferait l'Amérique si la Russie devait attaquer cette force de l'OTAN ou de l'UE en Ukraine? Donc il faut convaincre, il faut qu'il arrive à convaincre, s'il veut que ce soit des Européens qui aillent se mettre dans ce guêpier, il faut quand même les convaincre qu'ils ne sont pas totalement, seuls, isolés, et que les garanties de sécurité liées à l'article 5 du traité de l'Alliance atlantique sont toujours, effectives, hein, sont toujours actives. Bon. Après, il y a un problème, qui est, j'allais dire encore plus un problème de fond, c'est que l'OTAN n'est pas prête à une, guerre chaude non nucléaire prolongée avec la Russie. C'est une folie douce. Donc l'OTAN est en train de perdre la course à la logistique, les sommets qui se succèdent, bon, bah, c'est bien, il y a plein de déclarations et cetera, les Schengen militaires, pour faciliter tous les mouvements d'armement, et de troupes vers l'Est, tout ça c'est très bien, mais enfin, l'OTAN n'a actuellement que 5 des défenses aériennes nécessaires pour se protéger. Donc, l'OTAN pourrait perdre contre la Russie. Vous imaginez les conséquences? Voilà, donc c'est bien de parler, de faire les malins, mais bon, il y a un moment où il faut quand même réfléchir très concrètement. Ensuite, il pourrait y avoir une médiation extérieure, qui serait peut-être une solution plus intelligente. Je pense à la Hongrie, je pense à l'Inde, qui ont des liens à la fois avec la Russie, avec les États-Unis,
Et donc ça pourrait être, une option intelligente pour négocier une mission de maintien de la paix, mais à plus grande échelle, pas seulement réduite aux pays européens, c'est-à-dire de l'OTAN et à la Grande-Bretagne, si vous voulez. C'est juste pas concevable. Alors que la Russie explique sur tous les tons depuis des mois et presque des années qu'elle sait très bien que derrière les armements ukrainiens, il y a des servants, occidentaux, il y a des renseignements satellitaires de l'OTAN, il y a bon, donc c'est enfin, c'est vraiment faire encore une fois comme si on n'écoutait pas en fait ce qui est dit à Moscou, sous prétexte que, bah, c'est le pays qui a envahi l'Ukraine et cetera et cetera. Mais encore une fois, c'est le pays qui a peut-être envahi, une partie de l'Ukraine, mais qui pour l'instant, est à la manœuvre et à l'offensive d'ailleurs en Ukraine. Donc, heu, voilà, donc la question de ce déploiement de troupes occidentales, voilà, c'est encore dans les limbes, mais ça pose beaucoup de problèmes plus globaux sur la relation entre les États-Unis et l'Europe. Est-ce que ça va être un accord, une déclinaison de ce qui sera décidé à Washington ou est-ce que ça va être un contretemps? Moi, je le crains, au moins dans un premier temps d'ailleurs, par rapport aux positions de Trump, s'il s'achemine vers une négociation de paix sérieuse avec Moscou. Voilà, ça pourrait entraîner aussi un déploiement de troupes occidentales à l'ouest du Dniepr. L'Ukraine démilitarisant tout ce qu'elle contrôle encore à l'est d'armes lourdes et la Russie acceptant de geler une ligne de contact. Mais ça paraît très peu probable. C'est possible, mais c'est très peu probable. En tout cas, voilà, tout ça, ça peut aussi pousser les Européens juste à s'en remettre aux États-Unis, à se servir même du changement de pied américain pour se retirer en fait des positions bien trop avancées et bien trop hostiles qu'ils ont prises, sans risquer, toutes les conséquences, militaires, humaines possibles d'une participation à une mission de maintien de la paix en Ukraine, parce qu'il y a beaucoup de risques associés tout simplement, voilà. Bon, et évidemment, ça veut dire aussi accepter d'une certaine manière une défaite et tout est là, une défaite sans précédent. Alors bon, bah, il y a une autre option bien sûr, surtout dans la période actuelle, c'est que les faucons anti-russes dans le deep state, c'est-à-dire les bureaucraties permanentes, militaires, de renseignement, diplomatiques américaines, et Zelensky qui lui, ne sait plus trop, où il en est et qui commence à avoir peur, y compris pour lui-même, provoque une escalade majeure avec la Russie avant cette investiture de Trump le 20 janvier prochain, pour l'empêcher finalement, de solder l'Ukraine, quoi, de vendre l'Ukraine, d'une certaine manière. Et à ce moment-là, Trump sera entraîné. Donc ça, c'est le scénario le plus dramatique. Il sera entraîné par le cours des événements, il n'aurait plus de choix. Voilà, il hériterait de quelque chose qui aurait été décidé, en amont de sa réinvestiture et voilà, ça pourrait être soit des conditions d'accord de paix, totalement inacceptables pour la Russie et dans ce cas-là, l'escalade reprend, soit, carrément un engagement, très malheureux qui peut déraper beaucoup plus vite encore. Donc, quand je vous explique tout ça, vous voyez bien qu'en fait, du point de vue de Moscou, le risque, c'est que Moscou soit poussé, considérant tout cela, à accélérer le rythme de ses opérations sur le terrain pour atteindre le maximum de positions victorieuses avant soit la mise en œuvre d'une telle force, soit même le début de négociations un peu sérieuses. Donc le temps presse en fait. Le temps, c'est vraiment Moscou joue contre la montre pour obtenir ses objectifs militaires maximaux avant des négociations qui conduiraient au déploiement d'une telle force. Donc, c'est si vous voulez, c'est une manière de préempter en fait. Il faut préempter cette éventuelle entrée, d'une force conventionnelle occidentale, à partir du moment où on ne la veut qu'occidentale, en Ukraine, avec
des soldats de maintien de la paix, n'est-ce pas? Et ça, elle peut le faire évidemment, mais elle a quand même 650 000 hommes maintenant, dédiés à l'opération militaire spéciale en Ukraine et elle peut le faire, mais en relançant une offensive, assez puissante, heu, avec des risques évidemment d'escalade associés, parce que ça peut aussi précipiter finalement ce qu'elle redoute, si vous voulez. C'est tout le problème. Ou alors elle accepte, et c'est ça le raisonnement américain, hein, et c'était ça le raisonnement, de Pompeo, c'est-à-dire, on va tout faire en fait pour faire en sorte que les Russes soit acceptent, soit s'exposent à, voir le jeu repartir, mais alors avec des armes massivement, données, et cetera, et cetera. Je rappelle, parce que en fait, si la Russie, si Moscou acceptait, heu, de telles bases de négociation, enfin celles que je vous ai décrites du côté américain, bon, bah, ça veut dire accepter en fait qu'une nouvelle ligne rouge, soit franchie, et c'est ça le problème en fait de la méthode de la victoire russe, c'est-à-dire qu'il y a une victoire militaire sur le terrain, mais en même temps il y a une telle patience stratégique qu'elle finit par se retourner un peu, contre le pouvoir de Moscou dans les faits, si vous voulez. Je rappelle les objectifs initiaux russes, hein, de l'opération militaire spéciale, depuis 2022: démilitarisation de l'Ukraine, dénazification de l'Ukraine, retour à la neutralité, de l'Ukraine stratégique, donc jamais dans l'OTAN. Et puis après, depuis les référendums de septembre 2022, eh bien, les 4 régions que la Russie a agrégées à la Fédération de Russie maintenant, et qu'elle considère comme faisant partie de son territoire, doivent être, maintenues, et voilà, pas seulement le Donbass, mais aussi, Kherson, Zaporožié, et cetera, et cetera. Et ça, elle n'a pas encore fini d'arriver aux frontières administratives des 4 oblasts. Donc, si vous voulez, c'est toute la question, en fait, de l'approche très tempérée de Poutine. Je suis désolée, c'est un fait. Il a refusé à plusieurs reprises, y compris lorsqu'on a, essayé de bombarder le Kremlin avec des drones, essayé de taper ces systèmes d'alerte précoce, pour les missiles, hem, de très, très longue portée, pour les missiles intercontinentaux, quand on a bombardé ces bases aériennes, quand on a bombardé, ces raffineries pétrolières, quand on a bombardé des buildings résidentiels, des bâtiments résidentiels avec des civils. Bon, chaque fois, il refuse d'escalader lui-même. Il refuse. En fait, il essaie de ne pas rentrer dans la provocation parce qu'il ne veut pas entrer dans quelque chose que peut-être il ne pourrait pas maîtriser lui-même non plus. Il veut pas que ce conflit, voilà, devienne hors de contrôle, pas seulement pour nous occidentaux, mais pour lui aussi. Donc il a une approche assez responsable, c'est comme ça, mais c'est un inconvénient parce que ça crée cette perception qu'on peut continuer à franchir des lignes rouges. Et manifestement, le plan Pompeo propose de nouvelles lignes rouges, parce que imaginez des forces, de l'OTAN, même si on dira que c'est des pays de l'UE, comme chargés du maintien de la paix, sur une zone démilitarisée, sur un gel des positions russes, c'est vraiment se moquer du monde, en fait. Donc je ne sais pas dans quelles conditions, Moscou pourrait accepter ça, mais ce qui est clair, c'est que Trump va peut-être essayer d'exploiter cette patience, stratégique, hem et de dire finalement, ce que Pompeo proposait, c'est-à-dire, bah, soit vous acceptez ce que je vous propose comme base de négociation, soit, on redonne à l'Ukraine tout ce qu'elle veut. Bon, encore faut-il le trouver, ça c'est un autre sujet, et on engage des troupes conventionnelles, occidentales en Ukraine, hem voilà, pour venir, ou maintenir la paix, ou même, entrer, plus directement dans le conflit face à vous. Donc, bon.
Que va-t-il se passer? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans tous les conciliabules et toutes les réunions, très, 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 très secrètes qui doivent être en train de se tenir. Je crois savoir qu'en tout cas, Poutine et Trump se sont parlé. Heu, que se sont-ils dit? Je n'en sais rien. Ce serait tout à fait intéressant de le savoir évidemment. Heu, mais c'est difficile, voilà, ce qui est clair, c'est que la Russie n'a plus beaucoup de temps, pour atteindre ses objectifs, que ça va être très compliqué, pas seulement parce que Zelensky s'y oppose, parce que Zelensky s'y oppose tant qu'il a le choix de pouvoir dire qu'il s'y oppose entre guillemets, mais c'est c'est vraiment, voilà, c'est une course contre la montre, c'est une course, vers le Dniepr, c'est une course pour arriver aux limites, en fait, administratives de ces 4 oblasts et de dire: «Voilà, là, c'est terminé» et puis c'est une course aussi vers Odessa et vers Kharkov, il ne faut pas l'oublier. Alors, est-ce que ça peut être des éléments de négociation? Je ne sais pas. Moi, je pense que la question d'Odessa reste critique et très importante, à la fois pour les Russes, pour la protection de la Crimée, et à la fois pour les Occidentaux, pour un accès à la mer de l'Ukraine, et aussi, bien sûr, le transport d'un certain nombre de denrées, et notamment des céréales, donc pour l'avenir, en fait, de l'Ukraine. Hem, bon, mais la Russie, tout en peut-être en ayant une pression assez forte maintenant pour augmenter le rythme de ses opérations, doit faire attention à ne pas se retrouver dans la situation qui a été la sienne au début de l'opération militaire spéciale, où elle avait très peu de forces, engagées sur le théâtre ukrainien, qui était d'avoir un front, une ligne de front beaucoup trop, distendue, si vous voulez, avec trop de choses à contrôler, à gérer, à défendre, et avec des problèmes logistiques importants qui étaient évidemment associés à ça, et ça l'a handicapé début 22. Donc là encore, Poutine est prudent manifestement et ses généraux le sont certainement, et ça peut le conduire même à ne pas exploiter, certaines percées à cause de cela. Parce que c'est une stratégie risquée, c'est une stratégie risquée. Donc même si la Russie peut entrer dans d'autres régions d'Ukraine, elle n'a pas forcément intérêt à le faire. Et puis ensuite, bon, il faut pas oublier que d'ailleurs c'est ce qui s'était passé, au printemps 22, il y avait des frappes, derrière les lignes russes, de javelines, de Stinger, et cetera, et c'est ça qui avait poussé la Russie à se retirer d'un certain nombre heu, de villes, et et ça, c'est toujours un risque qui n'est pas éteint, que ce soit du côté de Kharkov, du côté de Soumy, du côté de Zaporožié. Voilà, c'est sans doute encore des choses dont les Russes doivent, tenir compte. Bon, la dénazification, ça va être très compliqué aussi parce qu'en fait, si on attend que Zelensky, fasse un décret en bannissant, n'est-ce pas, toute glorification, des fascistes de la Seconde Guerre mondiale, ça va ça bon, il peut le faire éventuellement. Il peut aussi peut-être, redonner aux Russes ethniques un certain nombre de droits qui leur avaient été confisqués. Heu, mais est-ce que ça va être fait? Je pense surtout que, voilà, à moins en fait de provoquer un Maïdan mais côté russe, enfin, à l'initiative russe cette fois-ci, c'est-à-dire une sorte de révolution de couleur ou un coup militaire, ce que les Américains n'accepteront pas, et qui pourrait même hâter une intervention. Je vois pas très bien comment la Russie va pouvoir, arriver à cet objectif de dénazification. La neutralité, je reprends un peu les objectifs russes, hein. La neutralité, ça c'est très, très important, mais là, il y a un problème de fond. C'est que l'Europe a accepté de faire bénéficier l'Ukraine de garanties de sécurité. Ça, c'était avant l'été. Et donc, en fait, ces garanties de sécurité sont d'une certaine manière des garanties de sécurité de l'OTAN, puisqu'en fait,
ça veut dire que les États membres de l'UE, et qui sont aussi membres de l'OTAN, doivent à l'Ukraine un soutien dont ils peuvent décider de la nature. Ce n'est pas forcément un soutien en action militaire, ça peut être un soutien en argent, c'est à eux de décider, ou même en armement simplement, mais malgré tout, ça veut dire que de facto, pour l'instant, l'Ukraine, qui n'est pas dans l'OTAN formellement, bénéficie à travers ces garanties de sécurité d'une sorte de garantie de l'OTAN, voilà, de l'OTAN, de venir à son secours si elle était de nouveau menacée, y compris dans la perspective d'un accord de paix qui ne serait pas respecté par la partie russe, etc., etc. Donc là aussi, c'est extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Même si demain Zelensky accepte d'écrire que, d'ailleurs comme il l'avait fait en mars 2022, dans les fameux accords qui n'ont pas été, qui ont été jetés à la poubelle tout simplement et qui auraient pu permettre la paix quelques semaines après le début de l'intervention russe, s'il décidait que l'Ukraine n'entrait plus dans l'OTAN, hein, parce qu'il faut se souvenir qu'en 2019, il avait pris un amendement à la constitution ukrainienne disant que c'était l'objectif stratégique de l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Hein, donc ça, c'est... Voilà, tout de suite après son élection, n'est-ce pas, il avait été élu sur la promesse d'une paix avec la Russie. À peine élu, il a dit non, non, en fait, on va faire la guerre. Et notre objectif stratégique, c'est d'entrer dans l'OTAN. Donc, mais en fait, même s'il renonçait à ça, s'il disait que cet amendement constitutionnel est nul et non avenu, par exemple, c'est assez c'est une concession, mais c'est pas une concession fondamentale, parce qu'en fait, l'Ukraine bénéficie déjà des garanties de sécurité de l'UE, et ces garanties signifient en fait un soutien des États de l'UE qui sont aussi membres de l'OTAN. Donc, vous voyez, c'est une manière détournée, en fait, de faire en sorte que l'OTAN puisse venir au secours de l'Ukraine. Voilà. Donc, je pense que soit la Russie, en fait, a trois choix, soit elle accepte le fait accompli, elle gèle, donc elle fait ce que veulent les Américains, elle gèle la ligne de front, elle essaie de préparer sa population à la question, elle essaie de garder, enfin elle dit qu'elle garde tous les territoires qu'elle a déjà sous son contrôle, mais elle est obligée d'accepter cette force d'intervention. Bon, ça me semble très improbable. Soit elle monte en gamme, enfin elle joue l'escalade après l'entrée de cette force de maintien de la paix, et là, ça risquerait un affrontement extrêmement grave. Soit, eh bien, elle se dépêche de le faire avant qu'il n'y ait des troupes occidentales en Ukraine, et elle essaie de pousser Zelensky soit à accepter un certain nombre de demandes, soit à démilitariser, enfin un maximum, c'est-à-dire elle continue la démilitarisation active qu'elle a faite jusqu'à présent, enfin depuis plus de 2 ans et demi maintenant, de l'Ukraine. Donc, bon, mon avis personnel, après tous ces scénarios, qui j'espère sont à peu près clairs pour vous, je crois que pour une stabilisation optimale, bon, je ne fais pas partie des équipes de négociation, mais Moscou doit sans doute poursuivre effectivement son offensive, atteindre les frontières administratives des oblasts, se mettre en situation de prendre Odessa et Kharkov pour pouvoir après en faire des éléments de négociation et pour pouvoir tolérer un gel, hein, de la ligne de front. Mais si elle accepte ça, si elle accepte le gel alors qu'elle est en position de force militaire, je pense qu'il faudra de notre côté déjà faire droit
à ce qui est à mon avis une évidence pour la sécurité de ce qui reste de l'Ukraine aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement un renoncement à toute entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il faut une reneutralisation de ce pays, il faut un retrait évidemment de tous les armements lourds, de tout le territoire ukrainien, hein. Tous les armements lourds et tous les conseillers occidentaux, voilà. Donc, est-ce qu'elle pourrait accepter à ces conditions-là un déploiement d'une force non pas européenne ou britannique ou avec des Britanniques, mais d'autres pays de l'ONU? Moi, ça me semblerait beaucoup plus intelligent, qui surveillerait effectivement cette très grande DMZ. Euh, c'est peut-être ça qu'il faut rechercher, c'est-à-dire faire en sorte que ce ne soit pas les pays de l'UE ou de l'OTAN qui soient en situation, en fait, voilà, on sait ce que c'est les missions de maintien de la paix. Une fois qu'on est sur place, soit on est carrément inefficace, soit on transforme la mission en rétablissement de la paix, donc c'est la guerre. Soit en fait on couvre d'autres opérations qui se passent de l'autre côté et qui en l'espèce seraient des opérations qui viseraient à reprendre les hostilités face à la Russie. Donc je pense que peut-être si les soldats n'étaient pas impliqués, c'est-à-dire si ce n'étaient pas des soldats européens ou britanniques, et encore moins américains, ou russes qui étaient sur cette ligne de front, ce serait quand même le mieux. Bon, et pour ça, il faudrait des médiateurs un peu différents, et peut-être que les Chinois, peut-être que les Indiens, peut-être que les Hongrois pourraient être utiles dans cette perspective. En tout cas, pour l'instant, le Kremlin est en train manifestement de réfléchir à ces premiers éléments, même si, quand on écoute le porte-parole Peskov de l'administration présidentielle, enfin du Kremlin, il dit que pour l'instant, voilà, ils n'ont pas reçu de proposition formelle de quoi que ce soit, que donc, pour l'instant, c'est business as usual, si j'ose dire. Donc, ce qui est sûr, c'est que Donald Trump va devoir honorer cette promesse de faire la paix rapidement avec la Russie, au-delà des 24 heures, mais en tout cas de déconflicter cette partie-là du monde. Et je pense personnellement, enfin, je crois vraiment que ce qui serait le plus intelligent, c'est de lier la négociation sur l'Ukraine à une négociation plus large sur la restabilisation de la sécurité européenne, sur la refondation de la sécurité européenne. Et ça permettrait à la fois de faire avaler des concessions à chaque partie, d'en faire nous-mêmes, et de trouver un équilibre, de retrouver un équilibre avec la Russie qui serait bénéfique non seulement à la relation russo-américaine, mais à la relation russo-européenne, parce qu'on oublie quand même un tout petit peu euh, la géopolitique, ce qui se passe en Eurasie, la manière dont on est en train d'être préparé tel un plat, tel un mets au menu à la fois de la Chine et des États-Unis. Donc tout ça c'est bien gentil, mais déjà il faut restabiliser, et c'est ça qui donnera du poids à l'Europe, c'est aussi si sa sécurité est de nouveau encadrée formellement, comme elle l'était jusque dans les années 90 finalement, hein. Donc je pense vraiment qu'il faut lier ces deux points. Et puis, voilà, enfin, il faut absolument faire ça. Il faut absolument faire ça. Et je crois qu'au-delà, de toute façon, Trump a tout intérêt à faire ça parce que pour lui, le second dossier que nous aborderons plus précisément la semaine prochaine, c'est le Moyen-Orient. Et là, ça va devenir sa priorité, en fait, peut-être plus immédiate encore, avec des positions à définir, notamment vis-à-vis de l'Iran, mais aussi vis-à-vis du gouvernement actuel israélien et de ce qu'il fait. Et Trump a aussi dit qu'il fallait arrêter les meurtres, arrêter le killing, comme il dit. Euh,
bon, il ne faut pas sous-estimer la volonté de destruction et d'escalade de Netanyahou qui continue, mais c'est un grand danger pour les intérêts régionaux américains si ce conflit, j'allais dire, sort de son lit, qui est déjà un lit extrêmement sanglant et meurtrier. Il faut faire très attention. Il faut faire attention aussi à la position de l'Arabie Saoudite, qui cherche à ménager la chèvre et le chou, hein, un peu comme l'Inde en ce moment. Donc en fait, je voudrais terminer là-dessus. Évidemment, Donald Trump ne m'écoute pas, mais je pense qu'il a une chance historique qui lui est donnée de renverser la vapeur et de restaurer l'image de l'Amérique et d'en faire un faiseur de paix plutôt qu'un fauteur de guerre. Et ça, ce serait un coup de tonnerre, en fait, dans l'ordre international, que plus personne n'attend. Sauf ceux qui ont mis quelque espoir dans son retour au pouvoir et qui se disent qu'après tout, sous son premier mandat, il n'y a pas eu de guerre, il n'en a pas déclenché, il a même refusé d'en déclencher, notamment vis-à-vis de l'Iran. Voilà, il a essayé avec la Corée du Sud, bref. Donc voilà, faiseur de paix plutôt que fauteur de guerre. Et ça, si l'Amérique arrivait à reprendre ce rôle, je pense que elle aurait tout gagné, et nous avec, et l'Europe derrière elle avec. Il faut comprendre que c'est cela qui peut sauver en fait l'Amérique, et même la sauver économiquement, pas seulement stratégiquement, mais économiquement, parce que bien sûr, la préoccupation américaine, bah, c'est celle de la dette, qui a des proportions absolument abyssales, et de l'affaiblissement du dollar, et de l'affaiblissement de l'attractivité du dollar, et donc de l'incapacité à refinancer la dette de manière favorable, à des taux favorables, à des taux acceptables. Et on voit bien là toute la longe de la réflexion géopolitique qui a pu être celle des Chinois et des Russes autour du projet des BRICS et de l'agglomération, de l'agrégation progressive d'un certain nombre d'États autour du projet BRICS initial. C'est ça, en fait. Le grand sujet, c'est celui-là. C'est ces deux grands blocs qui se définissent l'un par rapport à l'autre. Et je pense que Trump, il doit essayer absolument de mettre un coup d'arrêt à la dégradation de l'image américaine, parce que derrière, ça redonnera des couleurs au dollar et à l'attractivité du dollar vers un certain nombre d'États. Donc, c'est une solution, voilà, pour moi, c'est l'un des enjeux principaux de son mandat, à mon avis. Euh, il va falloir, qu'il en prenne la mesure, et la Russie est sans doute un théâtre où il peut déjà calmer un peu le jeu, parce que les Russes sont preneurs, les Russes sont aussi, même s'ils affectent de s'en moquer, etc., bien sûr que cette guerre leur coûte cher, bien sûr que cette guerre a aussi fait des morts dans leur camp, et ces morts-là sont toujours trop nombreux, même s'ils sont infiniment moins nombreux que ceux du côté ukrainien. Et donc il va falloir, voilà, il faut résoudre cette équation très compliquée pour le président Trump. Je pense qu'en Europe, il peut s'appuyer tout de même, en tout cas sur le président hongrois, qui s'entend avec lui, qui s'entend avec Poutine, qui est respecté des deux côtés, qui a l'antériorité de la lucidité vis-à-vis de la situation, ce qui n'est pas peu dire, vu notre niveau de déni et d'inconscience. Et je pense que voilà, les pourparlers de paix pourraient très bien se tenir, au moins partiellement, à Budapest. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Mais encore une fois, je crois qu'il est très important de lier, pour que ça marche, la négociation sur l'Ukraine à une refondation, une reconstruction de la sécurité européenne tout entière. Et de ce point de vue-là, la Russie avait fait des demandes et aussi des propositions en décembre 2021 qu'il serait bon de ressortir des cartons ou des poubelles même, où les avaient jetés les responsables américains de l'époque, parce qu'elles étaient extrêmement intéressantes. Voilà. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une belle soirée.
Je vous retrouve la semaine prochaine. Nous parlerons donc a priori du Moyen-Orient, sauf s'il se passait quelque chose de tout à fait particulier. Et encore une fois, merci de liker, de partager et de nous soutenir de toutes les façons possibles. Merci, bonne soirée à tous, chers amis.